Madame, mademoiselle, monsieur, bienvenue à Metro News. Voici les principaux titres qui seront développés aujourd'hui. L'État haïtien a officiellement porté plainte contre les dilapideurs des fonds Petro-Caribé. Les avocats de la DGI ont initié le dossier lundi devant le parquet de Port-au-Prince. Des Petro-Challengers se sont montrés insatisfaits après le dépôt au Sénat de la République du rapport de la Cour des comptes portant sur la gestion des fonds Petro-Caribé. Selon eux, beaucoup de points n'ont pas été abordés dans cet audit. Les corps de 28 migrants haïtiens ont été retrouvés le samedi 2 février suite au naufrage de leur embarcation au large des îles Abaco aux Bahamas. 17 survivants ont été secourus. Une vive tension a régné ce mardi devant la résidence du Premier ministre Jean Ricéan à Delma 60, Musso. À l'origine de ce mouvement, des personnes ayant participé à la campagne d'assainissement lancée par le chef du gouvernement et qui exigeait le paiement de plusieurs mois d'arriérés de salaire. Ils ont dressé des barricades avec de grosses pierres, paralysant ainsi la circulation dans cette zone. Le calme est revenu suite à l'intervention des forces de l'ordre qui ont lancé des gaz lacrymogènes afin de disperser les protestataires. Nous dit PMCA, nous dit président Jovenel Moïse, prend responsabilité pour payer nous l'argent Fatra, l'argent Chine de ramasser. Parce que si je dis, nous-mêmes, comme moun qui fait une bataille, qui fait ramasser Fatra pour nous propres pays, yo pas payer nous, ça montre nous net ça yo pas de volonté vraie pour manger avec peuple, yo pas de volonté vraie pour yo ba peuple en service, yo pas de volonté vraie pour yo dire y a changé la vie moun qui pi mal yo. Nous demandons PMCA, président Jovenel Moïse, pressé pour yo caler nous l'argent nous avant 7 février. Le Premier ministre haïtien Jean Ricéan passe à l'offensive sur l'affaire Petro-Caribé en ce début d'année. Le dossier, qui a été introduit dans les médias il y a 3 ans, a pris un tournant avec la publication du rapport partiel de la Cour supérieure des comptes et du contentieux administratif, suivi de la plainte du gouvernement auprès des autorités judiciaires. L'avocat de la Direction générale des impôts a formellement déposé une plainte au parquet contre les anciens officiels, les hauts fonctionnaires et les responsables d'entreprises épinglés par le rapport des conseillers de la Cour. Même s'il admet que le rapport est toujours officiellement au Sénat, le Premier ministre Séan affirme qu'il a voulu transmettre les indices se trouvant dans le rapport aux autorités judiciaires. Il soutient que l'État est aux côtés des Petro-Challengers en ce qui a trait aux revendications sur l'utilisation réelle des ressources allouées à l'État haïtien dans le cadre de l'accord sur les produits pétroliers avec le Venezuela. L'État est à la recherche des fonds alloués dans Petro-Caribé, a dit M. Séan, soulignant que le gouvernement entend accompagner le Sénat et le système judiciaire dans le cadre de cette affaire. Il a laissé entendre que l'État a été la première victime dans la dilapidation des fonds. M. Séan est proactif dans le dossier Petro-Caribé. Il a effectué une visite de courtoisie au parquet de Port-au-Prince le jour du dépôt de la plainte. Le rapport partiel de la Cour supérieure des comptes sur la gestion des fonds Petro-Caribé est loin de rassurer les Petro-Challengers. Les initiateurs du mouvement Petro-Caribé Challenge se sont montrés insatisfaits et ont dit rester sur leur soif. En attendant le rapport complet de la Cour supérieure, ces jeunes sont convaincus que beaucoup de points n'ont pas été éclaircis dans le cadre de ce travail d'audit. Les Petro-Challengers, qui s'interrogent avec perplexité sur la plainte déposée par l'État haïtien, déclarent appuyer tout mouvement de protestation visant à forcer les autorités à faire la lumière sur ce dossier. Suivez ce reportage de Luxon Saint-Ville et d'Eleusie Dieu-Lassin. Environ 5 jours après le dépôt officiel du rapport de la Cour des comptes par devant le bureau du Sénat de la République, les Petro-Challengers sont de retour et adressent leurs remerciements aux supporters. C'est un moment pour nous-mêmes, côté nous contents,
côté nous fiers, mais c'est un moment tout pour chaque grain de monde qui a gardé, qui a tendé journée aujourd'hui, qui t'a fait un post, qui t'a fait un tweet, qui t'a participé dans manifestation, qui t'a dans façon que li capable, dans façon que li voulait impliquer dans combat non seulement Petro-Caribéa, mais tout combat pillage contre corruption et impunité. C'est la victoire de tout un chacun, mais la guerre n'est pas encore gagnée, déclare Pascal Solage, l'une des membres du mouvement Petro-Caribé Challenge. Malgré les irrégularités relevées et les personnalités identifiées par la CSCCA de la mauvaise gestion de ce fonds, l'insatisfaction reste visible chez les Petro-Challengers. Les Petro-Challengers se disent inquiets face à la démarche de l'actuel gouvernement de porter plainte au nom de l'État contre les dilapidateurs. Pascal Solage dénonce une diversion et une tentative de manipulation. Vigilance, le nouveau mot d'ordre des Petro-Challengers qui appelle le président Jovenel Moïse, cité dans ce rapport, à se mettre à la disposition de la justice. La mobilisation se poursuit. Étienne Jean Rollet invite tous les citoyens à investir les rues de Port-au-Prince le 7 février prochain pour demander des comptes aux autorités. Un vrai procès, c'est ce que demandent les Petro-Challengers qui affichent toutefois une certaine méfiance vis-à-vis du système judiciaire haïtien. Côte comme Petro-Caribéa, la question demeure. Les instigateurs du mouvement Petro-Caribé Challenge n'entendent pas baisser les bras. Ils veulent aller jusqu'au bout. 28 migrants haïtiens ont péri le samedi 2 février suite au naufrage de leur embarcation au large des îles Abaco aux Bahamas. Les forces royales de défense des Bahamas et les gardes-côtes américains ont retrouvé 17 survivants qui ont été secourus. Le journal américain Miami Herald a rapporté les déclarations d'un officier bahaméen faisant état de la poursuite des recherches au cours de la journée du lundi 4 février. Dans un communiqué, les forces de défense ont indiqué que 300 migrants haïtiens ont été arrêtés depuis le début de l'année. Selon le New York Times, la destination des Boat People n'était pas clairement déterminée. Toutefois, l'ambassade américaine en Haïti a alerté les familles et les communautés sur les dangers liés à ces voyages illégaux. Le gouvernement est réuni en Conseil des ministres avec apparemment comme intention de déclarer l'état d'urgence économique. La semaine dernière, dans un article, le professeur Eddy Labossière avait fait cette suggestion au gouvernement de précisément déclarer l'état d'urgence économique. Nous avons avec nous ce soir le professeur Eddy Labossière qui va tenter de nous expliquer exactement en quoi consiste cet état d'urgence économique et quelles sont les possibilités qui sont offertes au gouvernement de s'attaquer à la crise monétaire. Bonsoir, professeur Eddy Labossière. Bonsoir Serge et bonsoir à tous les téléspectateurs et téléspectatrices de Télémétropole.
Voilà, donc comme je le disais à l'instant, professeur, au moment où nous enregistrons, on ne sait pas encore exactement quelles sont les mesures d'urgence économique que le gouvernement va prendre, mais commençons par un cadre plus général. En quoi consiste un état d'urgence économique et est-ce quelque chose qui existe dans la Constitution haïtienne? Et si oui, que dit la Constitution de cette question? Bon, en Haïti, nous n'avons pas une constitution économique en tant que telle, mais dans notre pratique, souvent, le gouvernement déclare des états d'urgence, en général, sans préciser si c'est dans le domaine politique ou dans le domaine économique. Moi, je souhaite de tous mes voeux, étant donné la dégradation de la situation économique, et en particulier la dépréciation en cascade de la goutte. Vous savez qu'aujourd'hui, nous sommes presque à 84 gouttes pour $1, ouais. Et l'inflation qui a pris des proportions vraiment démesurées, parce que nous avons une inflation de plus de 15%. Donc, dans une situation pareille, les agents économiques se retrouvent dans une situation où leur pouvoir d'achat est définitivement, je dirais, réduit à un pot de chagrin. Donc, et on ne voit pas, en dépit des tentatives de la Banque centrale pour stopper la dépréciation de la goutte, parce qu'il ne faut pas oublier que la Banque centrale a comme mission non seulement de stabiliser les prix dans une économie, de stopper l'inflation, mais la Banque centrale haïtienne s'est donné aussi pour mission de gérer la valeur intérieure et extérieure de la goutte. Donc la goutte se déprécie, la situation économique, nous sommes dans une économie presque en faillite, donc je pense qu'il est de bon ton et qu'on aurait dû faire ça depuis des semaines, que le gouvernement déclare une situation d'urgence économique. Et immédiatement qu'on a une situation d'urgence économique, la jouissance de certains droits économiques tombe. Ce sont les autorités qui vont prendre certaines décisions. Donc, je pense que nous sommes vraiment dans un environnement qui appelle à cette déclaration d'urgence économique de façon à pouvoir faire face à cette situation vraiment difficile dans laquelle se trouve aujourd'hui l'économie haïtienne et les agents économiques en général. Voilà. Voilà, donc professeur Labossière, dans tous les pays du monde, déclarer l'état d'urgence, c'est en fait donner au gouvernement le droit de fonctionner par décret. On est bien d'accord. Non seulement fonctionner par décret, mais il y a un certain nombre de droits que l'État haïtien a perdu, parce qu'il faut oublier, il faut peut-être qu'on précise de quoi on parle. Nous sommes dans une économie, en grande partie, qui a été privatisée par le secteur privé. L'économie haïtienne, c'est une économie, l'État haïtien, c'est un État qui a été privatisé. L'État a perdu un ensemble de ses droits. Donc l'État, je ne pense pas que ce soit nécessaire d'avoir des décrets dans certains domaines pour que l'État puisse reprendre ses droits. Et là, je parle de la Banque centrale. Comment voulez-vous que ce soit la Banque centrale qui a la responsabilité de déterminer la valeur intérieure et extérieure de la goutte et au jour le jour, la détermination du taux de change échappe complètement à la Banque centrale. Donc, dans cette déclaration d'urgence économique, il faudra peut-être qu'on arrive à réinstaller la Banque centrale dans ses droits. Parce que dans les statuts de la Banque centrale, sa responsabilité, c'est de défendre la goutte. Mais je ne peux pas avoir en tant que Banque centrale la responsabilité de défendre la goutte et la détermination sur une base journalière du taux d'échange est déterminée par une banque privée. Donc, voilà en quelque sorte déjà un droit qu'on doit restituer sans même prendre un décret à la banque, parce qu'on n'avait pas pris de décret pour donner à cette banque privée le droit régulièrement et presque chaque jour de déterminer, de donner le taux. Vous comprenez bien? Donc la Banque centrale doit reprendre ses droits et j'aurais souhaité que ça se fasse le plus tôt possible parce que je me sens, les agents économiques en général vont se sentir beaucoup plus confortables lorsque c'est une autorité légitime telle que la Banque centrale qui décide du taux, au lieu que c'est une banque privée qui est à la fois juge et partie. Et là, il y a ce qu'on appelle délit d'initié. Il est juge et partie. Il est très intéressé pour augmenter sa marge bénéficiaire à son profit, à ce que le taux soit à tel niveau. Donc, il ne peut pas avoir le droit. Ce droit, on doit l'enlever. Voici, par exemple, l'un des droits que l'État va récupérer, je dirais, va rapatrier pour remettre ça à la Banque centrale. Désormais, c'est la Banque centrale qui non seulement va déterminer le prix d'achat et le prix de vente, mais c'est la Banque centrale qui doit aussi déterminer le différentiel. Vous savez, dans le système bancaire haïtien,
sur chaque goutte de transaction, le banquier réalise 2 gouttes, 3 gouttes, c'est pas normal. En Oui. République dominicaine, le banquier réalise quelques centimes Exactement. entre le prix d'achat et le prix de vente d'une devise quelconque. Oui. Vous comprenez bien? Oui. Donc, Donc l'état d'urgence va permettre de redresser ça. Mais ce n'est pas seulement ça. Ce n'est pas seulement au niveau de la banque. C'est certainement au niveau de l'ensemble de l'économie. Parce que l'état d'urgence va s'adresser à l'ensemble de l'économie. Par exemple, il y a des gens ici en Haïti qui bénéficient des exonérations de taxes et d'impôts. C'était Oui. pas normal. Mais ça va Voilà. être l'occasion pour l'État de stopper ça pendant une période de 3 mois, même pour la mission diplomatique. Évidemment, ça va être un petit peu plus difficile. Mais les gens qui ont des exonérations de taxes et d'impôts, l'État, sur une période de 3 mois ou 6 mois, de toute façon, la durée de l'état d'urgence économique doit stopper ça pour permettre à l'État de rentrer un petit peu plus d'argent. Ce n'est pas seulement au niveau des particuliers, des gens qui font des transactions dans l'économie, mais il concerne aussi l'État haïtien. Parce qu'aujourd'hui, si nous sommes dans cette situation catastrophique où l'économie haïtienne se trouve au creux de la vague, en situation de faillite, c'est certainement à cause de l'État. À cause de l'État, l'indiscipline fiscale, l'indiscipline budgétaire de l'État. Comment voulez-vous que le gouvernement, sur une période de 3 mois, seulement pour le premier trimestre, a déjà enregistré un déficit budgétaire de 10 milliards de gouttes? C'est pas normal. 10 milliards de gouttes, à ce rythme-là, à la fin de l'exercice, on va avoir un déficit budgétaire de 40 milliards. Et lorsque je dis déficit, en fait, ce n'est pas un déficit, parce que quelqu'un, quelque part, doit payer. Mais le problème en Haïti, c'est la Banque centrale qui paie, et lorsque la Banque centrale paie, il crée de la monnaie. Donc le déficit budgétaire est monétisé par la Banque centrale, c'est-à-dire que la Banque centrale met énormément de gouttes sur le marché pour permettre au gouvernement de dépenser. Étant donné qu'il y a énormément de gouttes, certainement, ce déficit monétisé par la Banque centrale aura comme conséquence d'exercer une pression sur la goutte va se déprécier. Donc pendant les 7 derniers mois, lorsqu'on constate que cette dépréciation de la goutte d'une façon castrale, évidemment il y a d'autres fondamentaux d'économie qui expliquent la dépréciation de la goutte, mais principalement aujourd'hui, c'est le déficit budgétaire du gouvernement. Donc dans cet état d'urgence économique, l'État doit développer une autre stratégie des finances publiques, qu'on appelle cash management. Ça veut dire en termes clairs, son déficit budgétaire sera 0 et le gouvernement va dépenser seulement en fonction des rentrées de la DG et de la douane. Il ne pourra pas dépenser une goutte en plus. Professeur Labossière, la Chambre des députés a retourné au gouvernement, sans la voter, la loi de finances 2018-2019. Qu'est-ce que cela veut dire concrètement pour vous? Est-ce que vous pensez que cet état d'urgence économique que déclare le gouvernement, c'est une façon de leur permettre de repenser, de refaire un budget qui réponde mieux aux problèmes du pays? Ouais, bon, avant même de répondre à la question, je dois faire une précision. En Haïti, nous avons un cycle budgétaire. Le budget doit être déposé avant le 30 juin. Et à la fin du mois de septembre, le budget doit être être validé par le Parlement et publié dans le Moniteur. Que ce soit le Parlement, que ce soit l'exécutif, ils sont en dehors de la loi. Dans une certaine mesure, c'est seulement le budget 17-18 qui aurait dû être reconduit parce que nous avons passé la période. Mais comme nous sommes en Haïti, nous avons l'habitude de passer à côté de la loi. Et comme on était dans une situation, on devait changer de Premier ministre, donc on se retrouve dans cette situation, parce qu'on ne devrait pas être. Aujourd'hui, nous sommes en février 2019, le budget devait entrer 18-19 dans son deuxième trimestre. Et on n'a même pas encore de budget 18-19, premièrement. Cette mise au point étant faite, je vous dirai bien sûr, et le retour du budget, parce que le ministère des Finances est en train de travailler pour refaire son budget, 18-19, mais ça coïncide évidemment à cette situation de détresse économique où le gouvernement est obligé de déclarer un état d'urgence économique. Donc, en quelque part, certainement, le gouvernement va lier les deux, refaire le budget et donner un contenu à l'état d'urgence économique. Refaire le budget, donner un contenu
à l'état d'urgence économique, je pense que l'un des premiers éléments, le gouvernement va venir avec un budget d'austérité. Parce que nous avons dit en préambule au départ que l'état d'urgence, nous sommes dans une situation d'urgence, mais il y a l'ajustement d'un certain nombre de droits économiques qui sont tombés. Et ceci est valable non seulement pour le secteur privé, que pour le secteur public. Étant donné l'incapacité de l'État à augmenter ses recettes, parce que les recettes de l'ADG et de la douane sont environ 100 milliards de gouttes, c'est pas beaucoup. Vous voyez bien. Donc, c'est pas énorme comme recette. Donc, ce que le gouvernement va faire, et j'espère qu'il va le faire, en donnant un contenu à cette situation d'urgence économique, il va en profiter pour réduire ses dépenses. Parce que c'est le niveau de dépenses exagéré de l'État. Je viens de préciser tout à l'heure que au premier trimestre seulement de l'année 18-19, les 3 premiers mois, l'État a déjà un déficit budgétaire de 10 milliards de gouttes. Exactement. Donc l'état d'urgence va nécessairement signifier, en termes de contenu, l'État va développer en matière de gestion des finances publiques une stratégie management qu'on appelle cash management, une stratégie de finances publiques qu'on appelle cash management. Ça veut dire en termes clairs, l'État va dépenser exactement ses rentrées et que désormais le déficit budgétaire du gouvernement sera zéro. Donc, dans l'état d'urgence économique, donnant un contenu à cet état d'urgence économique, la toute première chose que l'État doit faire, c'est déclarer que désormais, que son déficit budgétaire sera zéro. Et effectivement, dans ce sens, il a déjà signé un accord, un protocole d'accord avec la Banque centrale, à savoir que désormais, le gouvernement n'ira plus à la Banque centrale, demander à la Banque centrale de financer son déficit. Donc ça, c'est un élément important du côté du gouvernement. Mais de l'autre côté aussi, je crois l'avoir précisé, l'État va suspendre un certain nombre de droits économiques, parmi lesquels les gens du secteur privé qui reçoivent des exonérations de taxes et d'impôts, mais ça va tomber, ils vont devoir payer correctement. Donc d'un côté, en termes budgétaires, le gouvernement va réduire la taille de ses dépenses, parce qu'il n'a pas suffisamment de recettes, et du côté du secteur privé, en particulier les gens qui recevaient subventions et autres, on va les réduire, on va les éliminer. Et en même temps aussi, et c'est ça que j'aurais aimé voir surtout, dans ce texte concernant l'état d'urgence économique, j'aurais aimé voir qu'on arrive à rétablir la Banque centrale dans ses droits et que désormais c'est la Banque centrale qui détermine le prix d'achat et le prix de vente du dollar, ce n'est pas une banque privée. Voilà, oui. C'est ça que j'aurais aimé voir dans ce texte. Professeur Labissière, je crois que pour l'instant nous avons dit l'essentiel de ce que nos téléspectateurs voulaient entendre, c'est-à-dire essayer de comprendre exactement ce qu'était cet état d'urgence économique. Vous l'avez expliqué de manière très claire. Ce que je vous propose, c'est que nous nous retrouvions très rapidement, une fois que le gouvernement aura voté cet état, et surtout, une fois que cet état d'urgence étant décrété, que l'on sache exactement quels sont les domaines dans lesquels le gouvernement compte intervenir pour juguler cette chute vertigineuse de la gourde. Je vous propose donc, professeur Labossière, que nous nous retrouvions très rapidement pour aller maintenant un peu plus au fond des choses. Oui, et ça va être nécessaire, ça va être très nécessaire, parce qu'un gouvernement doit avoir une certaine légitimité, une certaine crédibilité pour appliquer un état d'urgence. C'est vraiment intéressant. Nous allons voir, nous attendons le gouvernement dans le contenu de son état d'urgence économique et nous allons suivre le gouvernement parce que je parle de crédibilité, je parle de légitimité. Peut-être le gouvernement a la légitimité, mais est-ce que le gouvernement a encore la crédibilité? Surtout que ça fait longtemps, dans un passé récent, ils ont pris un décret disant que désormais toutes les transactions vont être en gourde. Et on a constaté en certain moment de la durée, ils ont laissé tomber le décret parce qu'ils n'ont pas été capables d'implanter ce décret. Donc j'ai des doutes, on attend pour voir qu'est-ce que ça va donner, mais on attend, j'aurais souhaité encore une fois qu'on arrive à rétablir la Banque centrale dans ses droits, parce que c'est de ça qu'il s'agit. C'est à cause de la dépréciation en cascade de la gourde qui nous amène aujourd'hui à la nécessité d'avoir un état d'urgence économique. Eh bien, il faut rétablir la Banque centrale dans ses droits. Et j'avais même proposé, j'ai même posé en quelque part,
qu'on met en place un task force composé des gens de la Banque centrale et des économistes de la diaspora et de l'extérieur pour venir travailler sur la volatilité de la goutte par rapport aux devises. Vous voyez bien, donc je ne sais pas s'ils vont mettre en place ce task force qui serait là pour voir effectivement est-ce que dans le secteur bancaire, le prix de la goutte par rapport au dollar est déterminé par le jeu de l'offre et la demande vraiment. Est-ce qu'il n'y a pas des délits d'initiés? Est-ce qu'il n'y a pas des gens qui sont à la fois jugés partis qui sont là-dedans? Vous voyez bien, la Banque centrale a été témoin de tout ça. Donc il faut mettre en place une structure ad hoc qui viendrait travailler pour déterminer sur une base régulière, sur une base journalière, le prix de la goutte par rapport au dollar, le dollar en fonction du jeu de l'offre et la demande. Et d'une façon très transparente. D'une façon très transparente, ce point est important. D'une façon très transparente. Vous n'allez pas venir m'imposer un taux et je ne sais pas comment ce taux est déterminé. Il faut que ce soit transparent et que la population puisse comprendre vraiment que le taux qu'on me donne aujourd'hui, c'est le bon taux. Tout à fait. C'est pas un taux spéculatif. Voilà. Tout à fait d'accord, professeur Labossière. En fait, en ce qui concerne la BRH, la Banque centrale, vous avez posé tout le problème de la différence qu'il y a entre le pouvoir et l'autorité. Oui. Voilà, c'était le professeur Eddy Labossière qui nous a un petit peu expliqué ce qu'était en fait ce concept d'état d'urgence économique, même si apparemment il ne figure pas dans la constitution de ce pays. Radio Quisqueya reviendra en ondes dès le 7 février prochain, mais dans un format réduit. L'annonce en a été faite par la journaliste Liliane Pierre-Paul, la copropriétaire de la station, explique que des studios provisoires ont été construits dans les jardins de Quisqueya. Toutefois, la journaliste estime qu'au moins 400 000 $ seront nécessaires pour parvenir à remettre Radio Quisqueya sur pied. On a ouvert le 7 là, le 7 là, son date. Oui. Peuple haïtien. On l'a tiré en cœur. C'est date côté que nous commençons une nouvelle république avec la fin de la dictature. Et côté nous entrer dans la bataille démocratique là, qui sont batailles qui longues, si grand pile puis quand on a sous goutte là, mais nous kembe parce que liberté la parole là, c'est une acquis, liberté de manifester, de penser, de circuler, tout c'est la liberté publique que nous devons gagner. Et grâce à toute bataille qui était menée, qui a abouti à chute dictature et sanguinaire des Duvalier et 7 février. Donc c'est une date importante, malheureusement, qui est galvaudée, mais c'est une date symbolique pour nous. Et à 90 jours de 25e anniversaire, nous choisissons pour nous reprendre antenne pour ça. Mais c'est dans des conditions très difficiles, tout ça. Dans la même zone, entre local qui est Boudéa et puis avec Jardin Quisqueya, et qui sont propriétés que nous gagnons dans l'impasse là. C'est là qu'on fait toute activité culturelle. Mais dans le moment, pas là, voilà. Et peut-être c'est ça qui est arrivé. Moi, tout avec, si tout auditeur, l'aide doit parler, il doit attendre des bruits toute la rue, parce que tout travail acoustique pour qu'on finisse fait. Bon, en bas, 300, 400 000 $, n'a pas reconstruit la radio. Quoi ça? Sans équipement. L'aime calculer tout. Quand elle a nous acheté 20 ans, et je dis à ça, t'as doué vous, c'est une venir sur le marché et qui boule net là. Donc, c'est un pile cob, Wendell. Où monde qui suivre nous, là, je dis, qui a volonté d'aider, ça pour le faire? Bon, nous avons un comité Solidarité Quisqueya. Oui, est-ce que vous avez un bureau? Est-ce qu'on contact? Oui. Donc, c'est le comité Solidarité Quisqueya et qui gens sont capables de contribuer. Et nous avons 2 numéros de compte dans Unibank. Et une en dollars, une en good. Mais une bague lunette. Mais là, regardez. Je mal passé. OK, ça va me dégager. Moi, 250 10 21 15 84 355. 250 10 21 158 43 55. Ça sont comptes. En dollars. Non, ça c'est quoi en good? Ça c'est en good. En good, et bien il y a un dollar. OK. En dollars maintenant c'est 250 10 22 158 43 63. 43 et puis il y a un numéro de téléphone tout dans 38 38 30 86
Et yo carré les Fincha et cap ba toute information. Et c'est 509 38 38 30 86. Et gagné bon nous toujours dans ville Menéa, mais c'est dans impasse à côté et local incendie pour tout le monde qui veut prendre contact avec nous. Voilà, la boucle est bouclée. Merci de votre fidélité et à la prochaine, même heure, même chaîne.